On va reprendre. Donc je redonne la main à Pierre pour la partie ADO.NET avancée et je reviens après avec vous. Pierre. Bien. Alors est-ce que vous m'entendez? Ça va à peu près pour tout le monde? Suivez avec le micro. Bien le micro. Alors reprenons. ADO.NET avancé. En fait, ce qu'on a vu déjà ce matin, tout à l'heure, était pas mal avancé. On a vraiment couvert la plupart des problématiques réelles, réalistes, à travers tous les objets qui étaient mis en œuvre. Là, ce que je vais faire, c'est rentrer dans 2 ou 3 éléments qu'on a évoqués un petit peu dans la présentation, puis qu'on a assez peu réabordés. Donc le premier, ça va être la gestion des transactions. Donc on revient un petit peu là-dessus. Comment est-ce qu'on va les organiser? Quels problèmes on cherche à régler? Mais là, on va le faire vraiment à la main. On va voir dans le code à quoi ça correspond. Et puis, vous voyez les autres, on va revenir un petit peu sur les procédures stockées, on va revenir un petit peu sur les CPXML, on va détailler quelques petits aspects ensemble. Donc, on va commencer la transaction. Alors, l'idée est très simple, on veut sur une connexion physique qu'on a établie avec la base, se donner la sécurité d'un retour en arrière. Exactement comme on avait dans le dataset un reject changes qui nous permettait d'annuler tout ce qu'on avait fait, mais ça c'était en mémoire. On veut faire exactement la même chose sur la base de données et dire je travaille, quelque chose se passe mal, j'annule tout un batch de modifications. Bon, vous connaissez, c'est quelque chose qu'on a dans tous les environnements. Alors simplement pour comprendre un petit peu comment ça se passe par rapport à un ADO classique, parce que j'imagine que c'est les compétences les plus courantes dans la salle. En ADO classique, on posait une transaction directement sur la connexion. L'objet connexion possédait un begin trans, un rollback et un commit. Dans ADO.NET, on distingue bien la classe et l'objet de transaction de la classe connexion. On sait qu'il y a un lien entre les deux, mais parfois la transaction, on la manipulera au niveau de la commande et non pas au niveau de la connexion. Parfois, on la manipulera au niveau de la connexion. Donc, on va déclencher les transactions grâce à l'objet connexion, mais on récupérera une référence à un autre objet, on pourra se passer, s'échanger, raccorder, etc. etc. Voilà, c'est la seule différence. Pour le reste, vous retrouverez exactement les mêmes concepts. Et bien, regardons ça directement sur un petit bout de code. Alors, ce bout de code, il repart quasiment du dernier exemple que Mitsu avait fait. Alors, je dis quasiment parce qu'on a quand même fait des petites modifications, pas pendant la pause, mais disons entre la fin et la reprise. Ces modifications, on va les découvrir rapidement. Donc je retrouve le formulaire que vous avez découvert juste avant la pause, il a très peu changé. La seule chose qui est apparue ici, c'est la possibilité dans ce menu commande d'aller faire la mise à jour qu'on avait regardé un petit peu, mais je voudrais revenir rapidement sur ce mode de mise à jour. Donc il est là, et à un moment on va ajouter des produits. Donc ces produits-là, comment est-ce qu'on va les ajouter? Et là, il va bien avoir une interface de saisie. Cette interface de saisie, elle est là. C'est un petit formulaire indépendant. Même technique, même méthode, vous reconnaissez bien ici la connexion, le data adapter, et puis notre fameux dataset qui va se retrouver dans la grille qui est là-haut. Donc les gens vont faire apparaître cette liste de produits, vont sélectionner un produit ici dans la grille, vont taper la quantité qu'ils désirent ici, et puis vont sortir ensuite en validant. D'accord? Ce petit formulaire, il est tout bêtement appelé ici. Lorsqu'on demande à ajouter un produit, donc c'est tout bête, vous voyez ici le formulaire qui est créé. Si jamais l'utilisateur a validé son ajout de produit à la commande courante, et bien vous voyez ici, c'est pas très compliqué. Je vais récupérer la commande en cours, et puis je vais ajouter l'identifiant du produit, le nombre d'éléments qui a été commandé, et je vais ajouter ça à la commande courante. L'ajout ensuite, il est fait avec ici une petite méthode qui s'appelle add-product. On va la regarder ensemble, elle n'est pas méchante, elle prend quelques précautions quand même. Donc ces précautions, les voilà. On va commencer par regarder qu'on n'est pas en train de commander n'importe quoi. Donc je vais ici rafraîchir, grâce à une petite requête qui est là, rafraîchir le nombre actuel d'unités en stock. Donc si jamais vous avez commandé 70 unités et qu'il n'en reste que 25, eh bien, je veux pouvoir m'en rendre compte juste au moment de passer la commande. Parce que peut-être que visuellement, vous voyez encore qu'il en reste 200, étant donné qu'il s'est passé des choses pendant que vous étiez en train de travailler. D'accord? Donc je prends ma précaution tout de suite. Ça, c'est simplement un petit objet qu'on a posé ici. Voilà, c'est un objet commande. Et puis, une fois qu'on a vérifié que, oui, on avait bien la possibilité de passer la commande parce qu'on avait assez d'éléments, donc c'est ce qui est fait juste là, donc on teste. On dit, dans ce cas-là,
On enrichit order details, mon dataset qui contient une table avec justement tout le détail d'une commande. On ajoute ici une ligne de commande, donc on donne directement les informations nécessaires. Et puis, on fait le update, comme tout à l'heure, qui va committer ça en base et qui va poser la nouvelle composition de la commande dans la base. On termine en décrémentant le stock. Donc là, c'est pas bien méchant. Je me contente d'aller prendre une autre petite requête paramétrée qui s'appelle remove units et qui s'occupe typiquement d'aller dire quel produit, quelle quantité, puis de faire la suppression en base. D'accord? Vraiment rien de magique là-dedans. Ces petites commandes, elles sont là. Il n'y a rien de très compliqué. On peut les consulter ici directement. Voilà, c'est là, vous voyez apparaître le petit ici update product. Vous voyez, il n'y a vraiment rien de magique à l'intérieur. D'accord? Donc voilà notre nouvelle application. Et cette nouvelle application va vérifier qu'elle fonctionne tout bêtement. Donc ici, il faudra que je puisse souvent réinitialiser les petites commandes pour toujours être reproductible et vous montrer toujours la même situation. Cette situation, je la présente. Aujourd'hui, j'ai dans ma table produit, je vais m'intéresser au premier produit qui est présent à l'intérieur. Alors, c'est la table produits, elle est là. Et dans cette table, j'ai, on va voir ça. J'ai tout bêtement, voilà, mon premier produit il est là, et vous voyez qu'à l'heure actuelle, son stock, c'est tout petit, j'ai 39 unités en stock. D'accord? Tout le monde l'a vu? Maintenant j'y vais, je lance mon application, je commence à manipuler, puis je vais voir comment les choses se passent. Donc voilà mon application, on va l'exécuter, et on va contrôler que tout se passe conformément à l'intuition. Donc j'arrive ici, je charge, et je vais prendre n'importe quelle commande, par exemple, et ici je voudrais ajouter un produit. Comme prévu, je vois arriver la liste des produits, je vais prendre celui-là, je vais en commander 70, sélectionner, donc on bloque en disant il en reste 39, donc vous voyez bien, c'est exactement ce que je viens de vous montrer, tout est mis au fur et à mesure à jour. Bon, par contre, si j'ajoute ici toujours la même quantité plus faible, genre 25, là ça va passer. Ici, ça apparaît. Si je rafraîchis pour vérifier, vous voyez bien effectivement qu'en base, il y en a 25. Si je retournais ici, rafraîchir, vous constateriez qu'il n'en reste plus que 14 sur les 39 initiaux. Donc c'est rassurant, le modèle fonctionne bien, il prend toutes les précautions nécessaires, et donc je ne risque pas d'avoir d'incohérence. Ça reste un petit peu à prouver, parce que maintenant, je vais vous montrer le deuxième scénario, tout simple. Je vais prendre deux utilisateurs. Alors, je vais prendre deux utilisateurs qui travaillent exactement en même temps. Là, je remets tout à jour. Donc, ça veut dire quoi qu'ils travaillent exactement en même temps? Ça veut dire qu'il y a tellement de gens qui manipulent mon application à un instant donné que le code de update, que je vous ai montré tout à l'heure, qui est ici, que ce code de update ici, le add product, eh bien, à un moment donné, il y a deux personnes qui passent dedans quasiment en même temps. Donc, je ne vais pas réussir à faire ça avec une machine tout seul, donc je vais ralentir. Mais je vais simplement ici le bloquer. Et donc je vais arrêter en plein milieu de ce bout de code de façon à simuler deux utilisateurs qui en même temps arrivent dans ce bloc de code. Vous êtes d'accord? On y va. Utilisateur numéro 1, on va mettre là-haut. Utilisateur numéro 2, on va mettre en bas. Et puis on va les faire travailler ensemble sur mon application. Donc le premier arrive, il charge. Le deuxième, c'est la même chose. Le premier va aller s'intéresser ici à un client et puis il va ajouter un produit. Donc, c'est un premier produit, je vais en commander 25. Et là, je m'arrête. D'accord? Je ne termine pas mes opérations. Au même moment, quelqu'un est en train de travailler sur une autre commande, par exemple, et puis lui aussi, il est en train d'ajouter ici, il va tenter d'en mettre 30. Et ils s'arrêtent. Donc ils sont tous les deux dans le même bloc de code. Quel est le problème qu'on va rencontrer si je regarde ce bloc de code? Ils ont tous les deux récupéré ici cette petite information qui s'appelle count et unit in stock. Et ils ont tous les deux 39 pour unit in stock. Ils sont arrivés au même instant. Du coup, pardon? Non, puisque je n'ai pas encore décrémenté. Regardez, je suis bloqué là-dedans, là. Donc maintenant, je vais aller valider chez eux. Le premier passe. Voilà, ça commande. On a commandé 25. Le deuxième passe.
il en a commandé 30. Inquiétant, ça va faire la voir ça. Le premier en a bien commandé 25. Le deuxième en a bien commandé 30. Qu'est-ce qui s'est passé? Et bien, je vais vous montrer ce qui s'est passé. Hein. Voilà, ici je vais rafraîchir et j'ai moins 7 millions en stock. Ça ne va pas. Donc, il y aura quelques petits problèmes à la fin du mois si je travaille comme ça. Donc, on va essayer de corriger un peu ces problèmes-là. D'abord, je réinitialise tout ce petit monde. Hein. Je reviens à mon truc initial. Et puis, je ne vais pas toucher au programme. Je vais directement mettre un garde-fou dans la base de données. Ce garde-fou, je vous le montre. Ça s'appelle une contrainte. Hein. Donc, mon code qui pose la contrainte, c'est ici. C'est simplissime. Je préviens la base qu'elle doit refuser les demandes de mise à jour qui rendraient négatif un stock. C'est naturel comme précaution. À l'instant où j'exécute ça, la base maintenant va empêcher le stock de passer à moins quelque chose. D'accord? Je l'avais réinitialisé juste avant. Je vous remontre, il est à 39, donc il n'y a pas de problème. Je reviens dans mes deux petites applications, ici et là. C'est même pas la peine de les relancer. Hein. Voilà ici l'état où j'ai annulé mes modifications puisque j'ai mis en base, et voilà l'autre. Et on commence. Le premier utilisateur qui est là vient ajouter un produit. 25. Sélectionné, hop, il s'arrête au beau milieu. Le deuxième utilisateur arrive, et lui aussi, il a envie d'ajouter un produit. Lui, il en commande 30. Et on s'arrête. Et maintenant, je vais tenter de terminer le code pour ces deux utilisateurs. Alors, le premier qui en avait commandé 25, ça pose pas de problème, hein, il en reste 39, on sait tous. Et donc, vous voyez ici, sa commande qui est apparue, hein, je peux vous montrer, elle est bien physiquement présente ici. Et le deuxième, et bien, le deuxième, du coup, il ne reste pas du tout 30 éléments dont on ne va pas pouvoir satisfaire sa commande. D'ailleurs, grâce à la contrainte que j'ai mise en base, ça pète. On voit bien le message qui apparaît ici et qui dit non, vous ne pouvez pas passer, je n'ai pas la place de satisfaire votre demande. Donc on est quand même assez content de nous parce que grâce à ça, on a bien réussi à protéger notre stock. Vous voyez bien ici, hein, 39 contre moins 25, j'en ai bien 14. Tout va bien? Tout le monde est rassuré? Alors j'ai un problème. J'ai un problème et je voudrais vous montrer rapidement un truc. C'est quoi ça? La commande est passée. La commande est passée et je n'ai pas décrémenté le stock. Ça veut dire que, bien sûr que j'ai plus de stock négatif, mais du coup, c'est les gens qui font les colis qui vont râler. Alors, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Je reviens ici sur mon petit bloc de code et je regarde en détail ce qui se passe au moment où on sort de cette petite boîte d'alerte. Donc, on a vérifié que le stock, ça valait 39 au départ. On avance là-dedans, et ici, on en a demandé 30, ça tombe bien, ça passe, donc je continue d'avancer. Je continue d'avancer, et ici, je passe cet nouvel élément dans la commande de l'utilisateur. Donc là, à l'instant où j'ai fait ce update, c'est bon, j'ai mis en base qu'il y avait un nouveau produit dans la commande de Monsieur Machin. C'est bien ce que je viens de vous montrer, quand ici, j'ai consulté et j'ai constaté qu'il en restait bien 30. Juste après, je vais tout bêtement ici supprimer du stock les 30 éléments qui viennent d'être commandés, et rappelez-vous, il en reste que 14. Donc au moment où je vais tenter ma mise à jour, il y a lieu ici, et bien, la contrainte va se mettre en route, et la contrainte va tout simplement bloquer la mise à jour du stock. Et je me retrouve avec les données incohérentes. D'accord? Alors, effectivement, une première solution qui semble pas idiote, c'est de commencer par décrémenter. Mais ce qui va se passer un beau jour, c'est que je réussirai à décrémenter, puis je ne pourrai pas passer la commande. Imaginez que quelqu'un d'autre sur un autre poste ait déjà passé la commande pour cet utilisateur. On va dire qu'il a envoyé un email pour passer sa commande et qu'il appelle parce que ça ne va pas assez vite. Le système automatique passe la commande pendant qu'un type est au téléphone en train de répondre au client. On ne peut pas réinsérer le même item de commande pour ce client. Donc c'est dans ce cas-là le bloc ici qui va casser. Je ne sais pas lequel des deux peut casser, lequel des deux va passer. Donc je ne peux pas dire qu'il y en a un que je fais en premier pour prendre une précaution, et si celui-là s'est bien passé, alors à ce moment je fais l'autre. C'est pas possible, il n'y a pas d'ordre privilégié. Donc la solution, c'est les transactions. Hein. On a annoncé en début de slide, en début de démo, donc je vais vous montrer ça très rapidement. Ici,
Lorsque l'utilisateur venait de sélectionner le produit et la quantité qu'il voulait commander, j'appelais add_product, que je vous ai montré et remontré. J'en ai un autre dans le code, je vais vous commenter dans un instant, qui s'appelle add_product transaction. C'est quasiment le même bout de code. On va le regarder ensemble. Donc je cache add_product, il est juste là, product transaction. Vous allez voir que c'est vraiment un bout de code très similaire. Donc tout ce qu'il fait, c'est un peu la même chose. Ici, il fait l'ouverture. Ensuite, il va aller récupérer le nom de l'unité. Il y a toujours la pause qui est en beau milieu. Et puis après, il va exactement de la même façon. Si jamais c'est bon, je le fais passer ici. Et puis, je vais mettre à jour d'abord la commande de l'utilisateur, et ensuite décrémenter les stocks. Ça va? La seule différence, c'est que ici, juste après avoir ouvert ma connexion, j'ai déclenché une transaction. Donc j'ai dit à partir de maintenant, je veux pouvoir tout annuler. D'accord? Donc ce petit objet ici, qui s'appelle transaction, qui a été donné par la connexion, il est capable d'annuler tout ce qui a été fait depuis qu'on a fait le bidou. Il vous redonne une référence sur l'objet. Nous, cette référence, on peut le... Eh bien, nous, ce qu'on va en faire, c'est marquer juste en dessous. Vous voyez ici le try pour vérifier que tout se passe bien. Si jamais ça casse, ici, si j'arrive dans ce bloc-là, la première chose que je fais, c'est que je dis, pas du tout. Et la deuxième chose que je fais, et sinon c'est le temps, je fais un commit, donc je valide toutes les modifications en œuvre. On va regarder ça. Alors, je vais juste arrêter mes applications, je n'ai pas trop le choix, je vais modifier toute source. Voilà ce que je fais, et puis je vais la lancer. Donc on y va, un petit client ici. Voilà, un deuxième. Et voilà, je vais également réinitialiser toutes mes données ici. C'est pas la peine de rajouter la contrainte, ça c'est fait. Je vais tout document ici. On va remettre mes stocks à leur niveau initial, on va les remettre en 39. Et on repart. Donc ici je vais charger. Là je vais charger. Celui-ci va aller ajouter 25 éléments. Comme tout à l'heure, il est bloqué au milieu du code. Celui-là va aller rajouter 30 éléments. Sélectionner. Et comme tout à l'heure, il est bloqué au milieu du code. Maintenant, on y va. Je valide toutes ces petites modifications pour voir un peu ce qui va se passer. Un qui passe bien. Le deuxième. Transaction annulée. Transaction annulée, ça veut dire que physiquement dans la base, toutes les opérations ont été annulées. Donc le stock, par exemple, qui a bien été modifié, il a été annulé. La commande, elle n'y est plus. Alors c'est bizarre parce qu'on la voit quand même ici. Vous voyez le 30 là, qui est encore présent physiquement à l'écran, c'est parce qu'il est juste dans le dataset. Je l'ai bien rajouté dans le dataset, et ma transaction, je n'ai pas dit annuler en base et dans le dataset. J'ai juste annulé en base. J'aurais pu faire un reject changing dans le dataset, mais ici je vais juste le rafraîchir. Vous voyez, effectivement, il a disparu. Et puis, à quel moment je peux faire tout ça? Et si vous avez vu un message box, c'est qu'il y a du code qui s'est exécuté. Dans une véritable application, c'est au moment où vous arrivez là-dedans que vous allez également modifier l'interface de l'utilisateur, le prévenir, etc. Parce qu'on peut les imbriquer, les tries, ça me permet de prendre différents niveaux de précaution. Je vérifie que la base existe. Si la base existe, je vérifie que ma requête est correcte. Si ma requête est correcte, je vérifie qu'il reste, etc., etc. Voilà. C'est pas très compliqué, c'est vraiment des objets qu'on connaissait, qu'on manipulait avant. La manipulation a un tout petit peu changé. On prend l'objet de façon différente, mais les opérations logiques derrière sont exactement identiques à ce qu'on avait dans les versions précédentes de nos API d'accès. Ouais, c'est bien. En réalité, donc, le try, il y a un try qui est sur la connexion et un qui est sur la transaction. Ils n'ont rien à voir entre les uns l'un avec l'autre, donc ils ont tout à fait leur raison d'être imbriqués. D'accord, il y en a un qui assure la connexion et l'autre qui gère la transaction. Juste un petit point, la transaction, quand vous l'avez créée, il faut la brancher à l'objet commande. Oui. Donc ici, voilà, les différentes lignes, toutes les écritures vers la base de données, toutes les commandes en tout cas ont une propriété qui s'appelle transaction, et on lui branche l'objet transaction qui a été créé par le guide transaction. C'est juste pour permettre de choisir sur les éléments qui vont participer sur le guide. Oui. Dans la procédure où on fait un trans, et on appelle une procédure auquel à l'intérieur on fait aussi des transactions. Oui.
donc il y a l'échec, donc là il y a des rollbacks internes. Et ça remonte, c'est pas les mêmes références, comment ça se passe? Alors la question qui est posée, c'est qu'est-ce qui se passe lorsque j'ai plusieurs objets connexion avec plusieurs transactions et comment est-ce que je vais marier tout ça? Alors, la réponse, en gros, ça dépend. Ça dépend de ce que sont vos objets connexion. Et la bonne nouvelle, c'est que vous vous en sortirez toujours. Alors, si vous avez des cas un petit peu exotiques, admettons par exemple que votre deuxième méthode, elle manipule une connexion sur une base Oracle et manipule une connexion sur la base SQL Server que vous aviez dans le code initial. Vous avez dans l'environnement Microsoft un truc qui s'appelle MSDTC, dont le travail est justement de coordonner des ensembles de transactions. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est pas entièrement magique. Il faut, dans .NET, hériter d'une classe particulière pour bénéficier de ces services. Donc ça, c'est toute une partie qui s'appelle Enterprise Services, je ne vais pas en parler ici, ça s'appelle la gestion répartie des transactions. Et cette gestion répartie des transactions, elle est extrêmement simple à implémenter. Il suffit de dériver une classe particulière et puis de rajouter deux attributs particuliers pour expliquer qu'on veut participer à une transaction qui fait rentrer en jeu plein de bases différentes. Oui. Quel est le mode d'ouverture de la connexion pour que la deuxième application puisse se lancer? On imagine qu'il y a en cours de transaction, en cours de saisine de commande, on dirait dans un début de connexion, un médiateur lance l'application. Le problème, c'est que l'application ne lance pas. C'est quel mode d'ouverture de la connexion quand ça bloque? D'accord, alors la question qui est posée, c'est lorsqu'on justement travaille sur une transaction comme ça, qu'est-ce qui se passe pour les autres transactions? Il faut savoir que lorsque vous mettez une transaction, vous mettez des verrous concrètement sur votre base. Donc certaines opérations sont interdites, elles sont mises en attente parce que vous avez mis un verrou. Ce verrou, cette finesse de verrou, ça s'appelle le niveau d'isolation de la transaction. C'est ça que vous allez redéfinir. Et ça, vous allez le définir tout bêtement au moment où vous prenez votre transaction. Donc je vais trouver ça un peu plus haut, ici. Et là, vous voyez que vous avez un paramètre qui s'appelle Isolation Level, il n'est pas très visible, hein, et c'est lui qui détermine votre comportement par rapport aux autres transactions. Donc celui que vous avez sans doute et qui vous bloque, c'est un niveau discernialisable dans lequel on impose à tout le monde d'attendre par rapport où on est en train de travailler. D'accord? Il faut que vous preniez un niveau qui s'appelle Read Committed, si ma mémoire est bonne, qui permet de travailler en même temps que les autres transactions. Donc c'est ce paramètre-là qu'il faut changer pour réussir à avoir plusieurs transactions qui partent en parallèle sur des données similaires. Alors, en effet, il y a des verrous qui sont posés. Les verrous sont posés pour l'écriture. Le but de la transaction, c'est de laisser échouer. D'accord? Donc, par contre, les niveaux d'isolation aussi, parce qu'on peut avoir la même question en lecture. Je commence à lire des données, j'aimerais qu'elles soient intègres, ou pendant le parcours d'un curseur, par exemple, il y a d'autres transactions qui les écrivent. Donc, les verrous, c'est pour l'écriture. Pour la lecture, les niveaux d'isolation vous offrent des versions de données entièrement qui sont plus ou moins cadeaux. D'accord? Donc, suivant le niveau d'isolation, alors c'est pas parce que ce sera plus isolé que ce sera plus sécurisé. Au contraire, parfois, dans un parcours, vous voulez avoir les données les plus fraîches possibles. Donc il faut être dans un mode très peu isolé. Ou alors parfois, vous voulez, depuis le début de la transaction, vous voulez que vous soyez quasiment seul sur la base. Dans ce cas de la base, vous aurez non pas des verrous, mais des recopies des données. C'est quasiment une tâche temporaire pour vous, pour être travaillé sans conflit. Allez, dernière, J'avais dans votre exemple, on a diagnostiqué l'erreur grâce au try parce qu'on a eu une valeur négative. On n'aurait pas été obligé, on aurait pu ne pas avoir une valeur négative. On lit la valeur 39, on décrémente 5 et lui il va remettre 39 moins 5 dans la base. À ce moment-là, on n'a pas pu diagnostiquer qu'il y avait un conflit sur. La question c'est comment est-ce qu'on va faire pour remarquer qu'il faut faire un rollback. Alors ça, c'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure sur le data adapter. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ce vous a montré que le data adapter prenait beaucoup de précautions sur la mise à jour et qu'il faisait des vérifications sur tous les champs pour vérifier que les valeurs n'avaient pas changé. D'accord? Ça s'appelle de la gestion de concurrence optimiste. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez écrire vos requêtes de façon à volontairement les faire péter au moment où un problème se produit. Ou alors, ce qu'on a fait ici, vous allez reprendre juste avant de faire les opérations de nouveaux éléments à jour dans la base pour vérifier que vos opérations sont correctes. Voilà. Mais effectivement, il faudra de toute façon trouver une technique ou une autre pour déclencher l'exception ou détecter par code qu'on ne peut pas continuer parce qu'il y a un problème. Là, il n'y a pas de magie possible, hein, c'est vraiment des problèmes de concurrence et c'est des solutions métiers qu'on va apporter, c'est des décisions sur comment gérer les différentes situations. Voilà pour ces petits éléments sur la partie transaction. On pourrait passer encore un petit temps là-dessus, mais on a des petits
un petit peu de terrain à parcourir. Alors, maintenant, on va avancer sur la partie procédure stockée. Alors, cette partie procédure stockée, on en parle beaucoup. Les gens ont tendance à se faire un petit peu peur avec les procédures stockées en se disant c'est pas simple de mise en œuvre, ça impose des contraintes supplémentaires, et puis surtout, la technique d'utilisation est radicalement différente de ce qu'on a sur des requêtes classiques. Et ben, le but, c'est de vous montrer que ce n'est pas du tout le cas. On utilise toujours la même classe, les mêmes objets commandes, c'est ceux-là qui vont faire la manipulation indifféremment, soit d'une requête que vous écrivez dans le code, soit de procédures stockées qui sont dans la base de données. Donc comment ça fonctionne cette chose-là? On va prendre un petit peu des exemples de tout ça. Et on va s'intéresser, je vais revenir ici à mon formulaire, on va s'intéresser à la mise à jour ici sur les produits. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on a fait la mise à jour des différentes lignes de commande. On ne s'est pas cassé la tête. On a pris un data adapter, on a dit je ne peux pas faire directement la mise à jour, donc j'écris ma requête directement de la commande. D'accord? C'est encore visible ici. DA order detail, c'est lui qui s'occupe des relations avec la base, je veux dire. Et son update commande, elle est là. Et dedans, vous pouvez voir encore en clair l'update qui est présent. Ça ne me convient pas. Ça ne me convient pas pour une raison précise, c'est que j'ai décidé d'utiliser des procédures stockées. Pourquoi est-ce que j'ai décidé magiquement d'utiliser des procédures stockées? On en a parlé un petit peu en début de séminaire. Ici, je vais vous donner un exemple très concret. Supposons qu'un beau jour, on dise non, il faut une traçabilité de cette application, donc j'ai besoin de suivre toutes les modifications qui ont été apportées sur les commandes. Si ça demande d'aller modifier le code de tous les programmes qui passent des commandes, j'ai un problème. J'ai un vrai problème qui s'appelle le coût de développement. Donc ce que j'aimerais faire, c'est dire à mes différents développeurs, tu n'écris plus les requêtes toi-même pour aller modifier en base, parce qu'il va se passer des choses plus compliquées en base. Donc tu vas appeler une procédure stockée, c'est la procédure stockée qui va faire les modifications comme tu le demandes, et qui au passage notera les valeurs précédentes, tiendra à jour à l'historique, etc., etc. Donc je veux bien avoir une procédure stockée qui prend toujours les mêmes paramètres, mais moi, développeur de l'application Windows, je ne sais pas du tout ce qui va se passer dans la procédure. Donc, je vais vous montrer ici une procédure qu'on a déjà mise dans un point. Cette procédure, elle doit être tout bêtement ici cachée, et elle doit s'appeler Update Order Detail. La voilà. Donc, elle est déjà prête, et dans sa première version, vous pouvez constater qu'elle fait exactement les mêmes choses que ce qu'on a mis à la main dans le code. Vous voyez, Update Order Details, quantité égale, etc. Donc, c'est vraiment la mise à jour de différentes quantités. La petite différence, c'est qu'on a déclaré les paramètres qui étaient attendus de façon à ce que le code puisse fournir ça. D'accord? Donc voilà ma procédure stockée. Et j'ai envie de câbler ça à la place de la requête qu'on a mise à la main tout à l'heure. Donc vous allez voir que c'est pas méchant. Donc je vais noter le nom de la procédure stockée, ça m'évitera de faire des fautes de frappe. Et je vais revenir ici. Dans DA, order details, c'est l'adapteur qui s'occupait de tout. Et lui, il y avait des commandes, donc une commande de mise à jour, elle est là. Cette commande, c'est une commande de type texte, qui est actuellement marquée dans la boîte de propriété. Là, je vais changer, et je ne veux pas du tout, je veux l'appeler une procédure stockée. Et au lieu de lui donner le commande texte ici, je vais lui donner directement le nom de la procédure stockée. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer au moment où je fais ça? Un truc tout bête. Visual Studio va réagir en disant oui, c'est pas les mêmes paramètres. Donc ma commande, elle se manipule plus de la même façon, il me prévient, il me dit voilà, je vais changer quelque chose, est-ce que ça vous gêne? Au contraire, donc je prends les automatismes là où ils existent, et du coup les paramètres ils sont là, et on va les regarder, ils ont été régénérés. Donc vous voyez ici les nouveaux paramètres, ils sont présents, et ils s'appellent, c'est le nom que moi j'ai mis dans ma procédure stockée. Il y a un petit détail quand même. Les noms que j'ai donnés dans ma procédure stockée, ce n'étaient pas les noms des colonnes qui existaient dans le dataset. D'accord? Comment on y fait maintenant pour deviner? Ben, il ne peut pas, il va falloir que je l'aide. Bon, si j'avais appelé quantity et l'issue d'appeler quantity new, il aurait repéré quantity, il aurait repéré le dataset, il aurait dit tiens c'est le même et il l'aurait fait. Là, il faut que je file un petit coup de main. Donc ce coup de main, il n'est pas bien compliqué, c'est ici, source colonne. Donc quelle est la colonne du dataset qui va servir à extirper les informations pour les appeler dans la procédure stockée? J'en ai un qui s'appelle quantity. L'autre il s'appelle price. Celui-là il s'appelle discount. Price c'est discount. Et puis j'ai les valeurs ici, order ID original,
order ID et puis product ID original. Alors pourquoi est-ce qu'on a appelé le truc avec original et new à votre avis? Parce que si ça se trouve, dans l'avenir, on pourra modifier éventuellement certaines informations et il faudra bien que je fasse la mise à jour sur l'ancien enregistrement. D'accord? Donc ici, je ne veux pas du tout prendre le product ID ou order ID qui aurait été modifié par un utilisateur. Hors de question. Je veux le vrai, celui qui a été sorti de la base au départ. Et ça, heureusement, le dataset est là, il le garde pour nous. Il a toujours deux versions des choses. Donc ici, au lieu de prendre la version actuelle, celle qui aurait été modifiée par un utilisateur indélicat, je dis non, je ne prends pas de risque. Je veux aller chercher la vraie version, celle qui sort de la base. Voilà, donc je fais ça ici et là. Et puis, je viens de remplacer ma requête par une consigne stockée. Vous voyez qu'il y a très peu d'opérations à faire. Je n'ai pas été taper de code particulier. Oui? Là, on aurait pu rajouter la contrainte de la quantité, ce qui n'est pas... Oui, alors maintenant on a toute liberté parce qu'on n'est plus dans notre code, on est dans la procédure stockée. Donc maintenant vous pouvez dans la procédure stockée enrichir énormément tout ce que vous voulez. Hein. Donc je vais simplement recompiler tout ça. Voilà, c'est fait, et puis contrôler que ça fonctionne quand même. Donc on va reprendre notre application, on va la recharger. Qu'est-ce que je vais prendre? Si j'ai un disque à montrer, c'est pas très sympathique. Hein. Je vais mettre 30% ici. Ah oui. C'est des histoires de local. Voilà, on va faire ça à la française. Et on va aller ici pour la mise à jour. Alors, je suis. Alors, vous voyez ici ce qui se passe est tout bête. Hein. Il me dit qu'il lui manque un paramètre. D'accord, c'est quand j'ai rempli tout à l'heure mon tableau de paramètres, j'ai dû en louper un. C'est tout simplement. C'est ici. Tout simplement mon paramètre sur order. C'est pas bien grave, hein. C'est là, dans le tableau de paramètres. Il y en a sans doute un que j'ai mal renseigné. Quantité, ça va, price. Alors, si le price, il s'appelle unit price, vous voyez, c'est pas grand chose. Hein. Voilà. D'accord? La colonne price n'existait pas dans le dataset, c'est juste ça que je l'ai noté. C'est dommage, Qu'il n'y ait pas de magie. non, il Il faut quand même qu'on ait un petit peu de travail, nous, en tant que développeurs. Hein. Bon, voilà pour l'exemple. Bon, je ne relance pas. Hein, on verra tout à l'heure si j'ai un petit peu de temps, mais je veux juste avancer dans les slides. Et donc ça va vous permettre très facilement d'aller justement intégrer une couche logique qui est dans la base au lieu d'utiliser une couche logique que vous avez mise dans le code. Donc pour toutes les raisons qu'on a vues, c'est avoir des choses de ça. Bon, avant de terminer, je voudrais rentrer maintenant dans des petites considérations supplémentaires. Alors j'ai parlé d'ailleurs à la pause de problème de performance. Il y avait quelqu'un qui me disait, j'ai le scénario suivant. Dans mon application, je garde une connexion ouverte en permanence pour l'avoir à disposition, parce que ça coûte cher d'ouvrir et fermer une connexion. Alors c'est entièrement vrai, ça coûte cher d'ouvrir et fermer une connexion. Et on va regarder un petit peu comment est-ce qu'on peut régler ce problème. Alors pour ça, je vais revenir d'abord au vieux monde ADO classique. Il y a ma petite démo ADO tout à l'heure. Vous vous rappelez comment ça marchait? J'avais fait vraiment à la main ici, avec toutes les petites modifications. Et ce que je vais faire, c'est tout le code ici qui s'occupe de manipuler, faire l'appel, etc., etc. Je vais le prendre et je vais le dupliquer. Donc je vais faire deux accès successifs. À chaque fois, je vais ouvrir la connexion, faire mes requêtes, fermer la connexion, puis je vais recommencer. Ouvrir, faire des requêtes et fermer. D'accord? Donc copier sur tout ça. Je prends dessous. Ici, coder. Voilà, je sauve. Je teste que ça marche. Deux rotations, une fois, une deuxième fois, ça marche. D'accord? C'est bien ça que je veux dire. Et maintenant, je vais regarder ce qui se passe physiquement dans la base. Alors pour ça, vous avez un outil pour SQL Server. C'est là. Qui me permet d'espionner la mécanique interne de SQL Server. Donc toutes les connexions, les requêtes qui s'exécutent, tout ce qui se passe physiquement au niveau de la base. Donc je vais faire ça tout de suite. Je vais créer une nouvelle trace. Cette nouvelle trace, elle est là. Il se passe des choses diverses et variées. Je vais faire un peu de ménage. Et maintenant, je vais réexécuter mon programme. Je vois la distance.
une fois, deux fois, et j'arrête. Et regardez bien ici, j'ai un login, qui était la première requête, vous la voyez en dessous, un logout, fin, j'ai fermé ma connexion, j'ai réouvert et j'ai refermé. D'accord? Et bien ça coûte. Avoir cette opération ici logout login, qui est inutile, puisqu'on va réutiliser la même requête et les mêmes paramètres, elle coûte très cher. Alors maintenant, je vais oublier ça, revenir dans l'exemple sur lequel je suis en train de travailler. Celui-là, là tiens, je vais embaucher pour la démo, c'est très bien. Et là, je vais regarder comment se passent les interactions avec la base. D'accord? On voit mon application que je lance. Alors, on va mettre ça là. On va pousser ça un petit peu pour voir comment ce qui se passe. Voilà. Je vais effacer. Et puis, je vais commencer par charger l'ensemble des informations. Je vais prendre. Vous vous rappelez qu'à chaque fois que je me balade, je réeffectue physiquement une requête auprès de la base. Est-ce que vous remarquez que là, je n'ai pas de logout pour l'instant? Vous voyez, j'ai des complétives, si vous voulez, qui s'appellent des reset connections, qui apparaissent là. Donc ma connexion, physiquement, là je prouve, elle n'a jamais été fermée. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous travaillez comme ça, quand vous avez une connexion ouverte en permanence? Ça rend votre programme très fragile, parce qu'à l'instant où la base de données tombe, vous allez casser votre programme. Démonstration ici, je prends SQL Server et je l'arrête. Voilà. Bon, un message d'erreur. C'est pas mon appli, c'est l'appli de trace. C'est normal, elle surveille en permanence SQL Server, je viens de lui arrêter. Donc naturellement, elle me dit, attention, j'ai un problème, je ne peux plus fonctionner. Mon appli, je n'ai pas eu de message particulier qui soit mis en route. D'accord? Donc je vais relancer ici la trace, je vais effacer pour qu'on voit, puis je vais continuer les manipulations sur mon application. Et là, vous allez constater que mon application, alors il y a un petit temps au moment où on rétablit les connexions, et puis voilà, login, puis c'est reparti, ça continue. Et là, j'ai deux aspects très intéressants. Le premier, c'est que mon application, d'un point de vue logique, j'arrête pas d'ouvrir et de détruire des connexions. Chaque fois que vous faites un fil, vous ouvrez une connexion jusqu'à la base, et puis vous la fermez. Chaque fois que vous faites un update, vous ouvrez une connexion à la base, et puis vous la fermez. Donc d'un point de vue développeur, tout ce que vous avez codé, d'un point de vue logique, c'est plein de connexions indépendantes les unes des autres. Mais d'un point de vue technique, physique, en fait, ADO.NET s'occupe de préserver les connexions et de les faire durer aussi longtemps que possible, quand c'est possible. Donc vous avez une application qui est très résistante aux ruptures réseau, ce que je viens de vous montrer. J'ai cassé la base et je l'ai redémarré, je n'ai pas perturbé mon application. Mais en même temps, tant que le réseau existe, vous n'avez qu'une seule connexion ouverte. Donc vous êtes très très optimisé. Quand vous réouvrez une connexion, en fait on vous resserre manifestement une connexion existante. C'est le petit reset qui est là, qui est nettoie, mais on ne va pas détruire et recréer les connexions. Excusez-moi. Oui. Oui, j'imagine qu'il y a des processus suffisants en cas de, de transaction, de début de transaction, de rollback, etc., qui, lorsqu'il y a un plantage sur la base de données SQL, permet éventuellement de défaire les transactions qui ont été faites par les différents clients. Oui, tout à fait. Alors la question, c'est qu'est-ce qui se passe avec les transactions? Bien évidemment, il y a des mécanismes de rattrapage dans la base. L'autre chose, c'est que le partage des connexions n'est pas complètement aveugle. Il est paramétrable, il est intelligent, il gère la sécurité, tout ça est pris en compte. Je n'ai juste pas le temps de le montrer sur une petite démo comme celle-là. Donc voilà pour ces petits exemples. Je vais terminer par un exemple un petit peu différent. Je vais chercher à optimiser suivant une autre technique. Donc là, j'ai un système qui arrive bien à optimiser physiquement les différentes connexions à la base. Maintenant, je voudrais faire moins travailler la base. Alors, pour moins faire travailler la base, je vais m'intéresser, j'ai une solution légèrement différente, je vais m'intéresser physiquement à la requête qui s'exécute. Voilà, à la requête qui s'exécute là. Pour rappeler ce petit schéma. Dans ce petit schéma, ici, on a order detail, on a dit que ce serait confortable d'avoir le nom du produit. Et l'autre, on l'a mis. Comment est-ce qu'on l'a mis? On ne sait pas qu'est-ce qu'elle a fait. On a dit dans le cassette qui est là, dans l'adapteur, on a regardé la commande de sélection. Et cette commande de sélection, on lui a tout bêtement déclaré. Fais-moi donc une jointure. Clique encore. Pardon? Clique encore. Cette jointure, vous la voyez ici physiquement. D'accord? Ça me plaît pas. Ça, je trouve ça extrêmement mal fichu. Je vais vous expliquer pourquoi. À chaque fois qu'on ouvre n'importe où dans l'application, on refait une jointure dans la base de données. Je
Je la fais beaucoup bosser, la base de données. Puis le deuxième truc, c'est qu'à chaque fois, je rapatrie l'information du nom du produit de la base. Je m'en fiche, les produits ne changent pas des masses. Mais ça ne me va pas, je l'enlève. Voilà, je veux plus de dimension, je veux plus tout ça. Ensuite, d'accord, je perds cette information de nom de produit, je trouve ça trop cher, donc je l'enlève. Voilà, ça vous gêne pas. Vous le vouliez quand même, hein. Je suis sûr que ça vous plaisait cette idée-là. Et bien, si vous voudriez quand même, on va le rajouter. Donc ce que je vais faire tout bêtement pour le rajouter, c'est que je vais faire comme tout à l'heure, je vais prendre ma base, et puis je vais aller chercher ici ma table des produits. Voilà, je mets ma table des produits dans mon application. Et bien je la mets de façon indépendante, je ne veux pas de jointure qui soit faite en table, hein, donc elle est ici, je vais appeler ça DA Product. D'accord, c'est le produit. Je vais intégrer ça à mon dataset, comme on l'a fait tout à l'heure. On est là, généré. Et on va coller ça au milieu des autres données. Voilà, et je vais revenir voir ici maintenant ce qui s'est passé. J'ai une nouvelle table ici, indépendante des précédentes. D'accord? Cette table-là, je peux la charger beaucoup plus tôt et la garder chargée en permanence. Et elle contient tous les noms de produits, je peux identifier ça. Maintenant, j'ai plus qu'à faire une petite chose toute bête. Je vais signaler qu'il y a un lien logique entre le product ID qui est là et celui qui est ici. C'est logique, hein? Voilà ce lien. Ensuite, je vais ici créer une colonne bidon que je vais appeler product name. C'est ce qu'on a fait juste avant de partir à la pause. Hein. C'est vraiment la même chose. C'est une chaîne de caractères. Et là, je vais dire, c'est une colonne calculée. Donc c'est une colonne calculée, exactement comme on l'avait fait tout à l'heure. On le refait ici. Je remets le nom de la relation, parce que vous voyez bien qu'il y en a deux, hein, là actuellement sur Order Details. Et puis la colonne qui m'intéresse, elle s'appelle Product Name. C'est bon? Voilà, ben là j'ai bien réussi à reconstituer. Alors mon application est presque bonne. Là, mes données vont physiquement comporter toutes les bonnes informations. Il me reste une petite chose à faire. C'est le moment où on va charger tout ça, ici. On remplissait avec des customers. On va aussi mettre la liste des produits de référence. D'accord, je la range statiquement dans mon dataset, comme ça elle est présente en permanence. Et du coup, si je relance mon application, elle marche exactement comme tout à l'heure. La seule différence, c'est qu'au lieu de faire une jointure en base à chaque fois qu'on bouge quelque chose, je me contente de faire une jointure en mémoire dans mon application. D'accord? Mais ça arrive. Voilà, je charge une seule fois en fait la liste des produits, et puis je fais ma jointure physiquement dans mon application. Voilà, voilà, c'est le débugger, c'est un petit peu exprimé. Voilà pour cette petite chose, et donc vous avez toujours ici votre produit name qui continue d'apparaître, il est toujours là. Alors juste un peu nous, là, donc encore une fois, c'est vraiment l'idée, le dataset, il est complètement indépendant de la source des données. Ici, on a plein de types de données, on en a qu'on a chargé au début, qui sont dans une table, et on en a qui sont chargés en dynamique dans une autre table. Donc déjà, entre deux tables, on s'aperçoit que finalement le dataset, il ne sait plus de toute façon d'où viennent les données, donc elles cohabitent complètement ensemble à travers une relation. Et voire même, à l'intérieur, en tout cas visuellement d'une même table, on a des données qui viennent de la base en dynamique et d'autres qui viennent du cache. D'accord? Donc on peut vraiment optimiser la source de vos données, sachant que finalement, même si vous faites des clears, des rechargements, etc., toutes les relations et même les champs calculés sont recalculés à chaque fois. D'accord? Donc le dataset, encore une fois, c'est pas que pour faire du cache, on peut vraiment l'utiliser pour toute source de données. D'ailleurs, on va aller encore un peu plus loin, parce qu'on peut faire toutes sources de données. Je vais arrêter de manipuler ces données en provenance de la base, et je vais essayer de les mettre directement sur des fichiers XML. Vous allez voir, c'est tout simple. Je reprends ici mon projet et je dis, j'ai ma source de client. La source de client, je l'ai chargée une seule fois au chargement de l'application. Vous vous souvenez? Qu'est-ce qui se passe si je ne peux pas charger l'application parce que la base n'est pas là? Je suis dans le déplacement et je voudrais quand même accéder à ma liste de clients. Ça serait quand même pratique. D'accord? Donc je voudrais mettre sur le disque dur de ma machine locale la liste des clients et pouvoir la charger dans l'application même lorsque je n'ai plus la base à ma disposition. Bon, ben ça c'est pas bien méchant à faire. Je vais vous montrer. C'est le moment du premier changement. Là, je vais le mettre dans un coin. Donc regardez comment ça marche. Vous êtes d'accord? Juste après cette ligne, le dataset contient la liste des clients. Ouais. Et bien c'est tout bête. Vous avez ici
une méthode magique sur le dataset qui consiste à le jeter en XML sur le disque dur. Donc je le fais. Alors c'est mis dans quel directory, j'ai déjà vendu ici, c'est dans tout ça. Et donc, vous écrivez simplement write XML et vous vous retrouvez avec les données physiquement présentes sur le disque dur. On va le faire, on va regarder ce qui se passe. Je lance, pendant ce temps-là, je vais changer ici. Maintenant, je vais aller constater ce qui s'est passé là-bas. Vous voyez ici, 16h54, c'est vraiment les données que je viens de récupérer. Et si j'ouvre ça, vous allez bien trouver un fichier XML qui contient les différentes informations qui étaient dans ma base. D'accord, donc j'ai bien fait ma liste de clients qui vient d'être sauvée physiquement sur le disque. Et bien à partir de maintenant, c'est plus la peine d'aller la chercher en base, cette liste de clients. Je ferme ici mon application, je envoie le code, et je dis, pas la peine d'aller chercher en base, je vais aller chercher sur le disque. Voilà, puis je vais parler Comment? Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que derrière, il y a peut-être un problème de rafraîchissement ultérieurement. Évidemment, je suis en train maintenant de manipuler des données locales, il n'y a plus de connexion avec la base. En fait, le scénario, c'est je n'arrive pas à me connecter à la base, et bien je cherche une secours. Cette version de secours, elle marche quand même. Voilà, j'arrête la base, pour autrement qu'on va c'est pas bien grave. Quand je vais charger ici, c'est bon, je retrouve bien les documents identiques, mais ceux-là, ils ne sont pas sortis de la base, ils viennent des fichiers XML. Bon, là, je l'ai fait dans ce cas-là. Vous avez imaginé que vous soyez en train de travailler avec un partenaire externe qui vient des données à vous faire passer de temps à l'autre. Comment est-ce que vous faites pour prendre le fichier XML qu'on vous a livré et mettre en base? C'est un petit peu compliqué. Bah là, vous avez une solution très élégante. Vous le prenez dans le dataset et ensuite vous déversez le dataset avec un update directement dans la base. Et les phrases? Pardon? Et les phrases existantes? Alors là, on rentre dans les discussions qu'on a eues jusqu'ici, justement, de synchronisation. Quelles techniques on va utiliser, est-ce qu'on fait un date en erreur, tout ça revient d'actualité. Et bien, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais envie de vous montrer comme petites améliorations autour de cette partie-là. Un petit mot quand même pour terminer, juste sur la sécurité. Ce n'est pas vraiment des démos au sens classique du terme, simplement vous rappeler que c'est un point important sur lequel il peut se passer des choses très dangereuses. Regardez ici, par exemple, un petit bout de texte que vous auriez pu écrire. Dans ce petit bout de texte, eh bien, vous nous apprend de constituer une requête directement à l'aide de ce qui a été saisi par l'utilisateur. Vous voyez? Donc, select company name, customer ID égale, et vous mettez directement le contenu de la textbox. Et bien voilà, quelqu'un dans la textbox saisit la chaîne suivante. Au moment où vous exécutez la requête, vous allez exécuter une requête qui fait complètement autre chose que ce que vous pensiez faire. D'accord? Là, je ne fais qu'un select, c'est pas bien méchant. Je peux faire un update, un delete, je peux faire énormément de choses. Voilà, donc ça c'est un point sur lequel il faut être très attentif. Dès qu'on utilise des paramètres, et ce qu'on n'a pas arrêté de le faire pendant toute cette journée, cette attaque-là devient impossible. Aussi bien en requête paramétrée qu'en procédure stockée, on ne peut plus faire ça. Et donc tous les exemples que vous aurez en téléchargement vous montrent à chaque fois qu'on n'a jamais constitué une requête en accumulant des chaînes de caractères, on a toujours fait comme ça. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, je voudrais vous rappeler quand même le gros intérêt des procédures stockées quand on est en train de sécuriser. Alors la démonstration elle est toute bête. Les accès qui étaient faits à la base, ici, étaient faits par un éditeur qui s'appelait ADO Demo User. On l'a vu au début dans la chaîne de connexion, je ne reviens pas dans le détail là-dessus. Donc ADO Demo User, le voilà. Et cet utilisateur, eh ben, il a des droits physiquement sur la base. D'accord? Donc il est là, on peut découvrir l'ensemble des informations qui sont présentes. Quelque part là-dedans, je vais sans doute trouver leur identité, je vais sans doute trouver beaucoup de choses. Et ça m'ennuie un petit peu, parce que ça veut dire que si jamais quelqu'un a réussi à faire une injection de code, donc à truquer une requête, et bien comme le compte ADO de user a tous les droits sur cette table précise, non seulement il truque, mais en plus il modifie tout. D'accord? Je vais vous proposer un truc tout bête. Je dégage les droits de mise à jour à ADO des users. Il ne peut pas. Il n'a pas le droit de faire physiquement une mise à jour sur la table. Et comment est-ce que mon application va s'en sortir? Mon application, elle n'a pas besoin de faire une mise à jour, puisqu'il me suffit d'appeler une procédure stockée. Donc je vais rendre les droits. Ma procédure stockée, elle s'appelait update order details, elle est là, et vous voyez, j'ai un droit d'exécution dessus.
même si je n'ai pas le droit de modifier directement une table, comme j'ai un droit d'exécution de la procédure stockée, et bien la procédure stockée, je sais ce qu'elle fait, c'est le DBA qui gère ça, et elle fait une modification contrôlée sur la table, et moi je n'ai pas le droit de faire de modification sauvage. Et ça vous donne un scénario dans lequel vous bloquez complètement l'accès aux tables physiques, et vous ne donnez l'accès que via des procédures stockées. Voilà pour ces petits éléments de sécurité. Il y en a d'autres. Hein. Alors là, c'est du bon sens, mais les gens ne le font pas. De grâce, lorsque vous stockez des informations personnelles ou confidentielles dans une base, ne serait-ce qu'un mot de passe d'accès. Soyez gentil, chiffrez-le, cryptez-le, hachez-le, ne le laissez pas en clair dans la base. Je parle encore moins des informations vraiment confidentielles, il n'y a rien à voir. Mais ça coûte pas cher aujourd'hui avec les API qu'on a à notre disposition, il y en a dans la base, il y en a dans .NET, il y en a à tous les niveaux, ça coûte pas cher de chiffrer, de déchiffrer. Faites-le. Je ne sais pas comment vous dire ça autrement. C'est-à-dire qu'on peut rendre visible avec... Ça veut dire que si quelqu'un fait un select, il verra des champs sur lesquels il ne peut rien lire. Si vous avez haché, dans ce cas-là, il ne peut même pas retrouver le mot de passe, parce que le mot de passe, il est perdu dans le processus de hachage. Mais si vous avez chiffré, pour déchiffrer, il faut une clé, et la clé n'est pas dans la base, c'est le programme qui la possède. Donc si quelqu'un vous pique la base, il ne peut pas trouver l'intérieur, il peut pas trouver les données. Alors cette clé, si elle est dans la procédure stockée, il restera toujours un point de faiblesse. Il est évident que s'il sert à ma machine, mon programme, ma base et mes droits, je ne vais pas y arriver. Mais je vais essayer de le priver d'un seul de ces éléments problématiques. Donc voilà pour ces petits éléments. Donc la petite démonstration, ces réflexes, encore une fois, c'est juste des manipulations à connaître, il n'y a pas de démonstration particulière. Ensuite, le dernier point, cette partie transformation en fichier, vous venez de le voir, c'est tout simplement considérer qu'un dataset, ça n'est qu'un bout de XML. Donc c'est une ligne de code, et ça vous résout un problème. Notez au passage que j'avais aussi sauvegardé le schéma, de façon à offrir un mode d'emploi dans XML, si jamais vous communiquer avec votre partenaire. Et bien, on va repartir maintenant dans de nouvelles aventures en forme d'architecture. C'est la organisée. Merci beaucoup.